Alors, dans le registre de la mort violente, le suicide est plus meurtrier que les accidents de la route. En France, chaque année, 160 000 personnes tentent de mettre fin à leur jour et 12 000 personnes y parviennent. Maryse Vaillant, c'est énorme, hein? C'est énorme. Mais alors, c'est souvent des appels à l'aide, puisqu'il n'y a que 12 000 personnes qui y parviennent. Enfin, c'est déjà énorme. Maryse Vaillant, les études montrent que ce sont les femmes et les adolescents qui tentent le plus de se suicider, mais ce sont plutôt les hommes et les personnes âgées qui y parviennent. Est-ce qu'il est courant de penser un jour au suicide? Est-ce que tout le monde peut être confronté à cette pensée? Oui, oui, je pense que tout le monde doit y penser. Un moment ou un autre. Ça peut être furtif. De façon, oui, puis de façon ça peut être très imaginaire. Pas toujours l'idée de mourir, l'idée de ne plus vivre, l'idée de ne plus avoir à supporter le quotidien. Fuir la vie. Pour certains, c'est vraiment vouloir mourir, mais il y a des nuances extrêmement subtiles entre le désir de ne plus vivre et le réel désir de mourir. Mais vous savez que pour les adolescents, si on compte les accidents suicidaires, les comportements à risque, à ce moment-là, ça devient la première cause de mort au moment de l'adolescence. Mais c'est pas forcément volontaire, oui, les conduites ça à risque. montre bien qu'il y a dans le rapport à la mort un besoin de violence, s'exploser, sortir de la vie violemment pour des ados, comme pour, par exemple, dans les tentatives de suicide de certaines femmes ou de certaines personnes affectivement blessées, le désir qu'on s'occupe enfin de nous, qu'on prenne en considération enfin la détresse que personne ne veut entendre. Et comment justement, quand on est parent d'adolescents, comment on peut anticiper les tentatives de suicide? Parce que j'ai l'impression que c'est moins nourri, c'est moins réfléchi. Et le passage à l'acte est beaucoup plus immédiat. Il peut être extrêmement spontané. Alors, à la suite d'une mauvaise note ou la petite copine qui fait la gueule, des choses comme ça, il y a un événement superficiel, anecdotique de la vie quotidienne qui va réveiller quelque chose qui était soit un grand malaise familial, ça arrive, et puis un grand malaise adolescent, puisque c'est quand même une période difficile. C'est une période de grand malaise, quand même. Difficile à traverser. Alors, les parents ne peuvent pas, la plupart du temps, mais non, ils ne peuvent pas prévoir. Vous savez, tout parent qui a un adolescent qui a fait une tentative de suicide se culpabilise, alors là, s'en veut à mort en se disant si j'avais vu ceci, si j'avais vu cela. La plupart du temps, on ne peut pas prévoir. Par contre, ce qu'on peut prévoir, c'est d'avoir à se battre pendant toute l'adolescence pour garder le contact, pour accepter le conflit, pour aller revenir chercher la parole et s'alarmer si tout d'un coup, un gamin se met à ne plus voir ses copains, ne plus s'occuper de rien à l'école, n'être intéressé. Voilà, si tout d'un coup, dans tous les domaines de sa vie, désociabilise. il ne s'intéresse plus à rien. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire, on le prend par la peau des fesses, on l'emmène chez le médecin, ou on va avoir un psy, ou on cherche une personne tiers dans la famille qui va essayer. En qui la confiance. Voilà. Il faut que l'adolescent puisse parler. D'accord. Et après, c'est un cap qui... Mais vous savez, tout suicide est une énigme pour les vivants. Ouais. C'est terrible. Mathilde Hamet, dans votre roman, vos deux héroïnes font des tentatives de suicide. Pour elles, c'est ce que disait un peu Marie, c'est pas forcément mourir, c'est ne plus vivre. C'est comme une forme d'apaisement. Elle le présente comme la seule issue possible et soulageante, en fait. Elles sont toutes les deux, on comprend au début du roman qu'elles sont toutes les deux accablées par des vies qui manquent de sens, qui n'ont plus de sens, et finalement elles trouvent plus de bonnes raisons de s'en passer, d'en finir, que de continuer à vivre. Et puis, une rencontre va changer cette décision et cette espèce de ligne tracée comme presque un destin, et va les ramener progressivement à la vie. Mais ça, c'est une chose auquel j'ai une foi constante. L'espèce de tuteur qui vous tirerait. Ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, qui est simplement on sous-estime souvent le poids d'une rencontre et de ce que ça peut révéler, ce que ça peut susciter, ce que ça peut réveiller, de tout ce qui peut naître de ça, et le regard de l'autre qui peut tout à coup vous donner une autre image de vous-même. Rita, bonsoir, bienvenue. Vous avez 50 ans. Oui. Vous avez 3 enfants de 6 à 21 ans. Vous avez fait une première tentative de suicide il y a 1 an et demi, puis une seconde quelques mois plus tard. Que s'est-il passé dans votre tête pour que vous ne vouliez plus vivre? La première fois, c'était un appel au secours. Je n'avais pas réellement la volonté de mourir. Il s'était passé quoi dans votre vie? Une séparation.
enfin un divorce, une demande de divorce. Et je me suis dit, j'ai 49 ans, ma vie de femme, elle est finie. C'est foutu, ouais. Parce que vous Je vivais imaginez qu'à pas travers vivre- mon mari, mes enfants, mais plus rien n'avait de sens, du jour au lendemain. Mais j'étais désespérée, quoi, en fait. J'étais désespérée et la première fois, je savais pertinemment que j'avais pas pris assez de médicaments. Oui, c'est ça, vous avez pris des médicaments. Voilà, et j'avais mélangé aussi avec un peu d'alcool. Mais je savais que j'en avais pas pris suffisamment et pour moi, je l'ai interprété comme plus un appel au secours. Et là, vous puis, espériez quoi, alors, en prenant ces cachets, cet alcool? le faire réagir, je pense. Qu'il reste? Je sais pas trop, en fait. Que ça le fasse réfléchir, qu'il revienne peut-être sur sa décision. Deuxième fois, vous aviez prémédité votre geste? Il s'est passé quelque chose. J'étais plus ou moins au courant qu'il commençait à fréquenter des randos. Il recherchait. Déjà, il avait une amie. Le fait de l'apprendre, ça m'a fait. Parce qu'il n'est pas parti pour quelqu'un. Il est parti, on n'était plus en phase. Il avait envie de reprendre sa liberté. Bon. Mais moi, je me sentais devenue complètement inutile. De toute façon, j'avais plus aucune raison de vivre. J'ai survécu tant bien que mal durant ces mois. J'ai même pas pensé à mes enfants la deuxième fois. Ah bon? Ah non, Même la petite? même la petite. Ouais. C'était la seule solution pour vous? C'était l'apaisement que vous recherchiez? Bah, plus rien voir, plus être sur terre, plus rien voir, Ouais. se voiler la face en fait. S'absenter. Oui, plus être là. mais oui, pour moi c'était un désastre. J'étais mariée depuis 21 ans, je me voyais finir, bon comme dans tous les couples il y avait des hauts et des bas, mais je me voyais finir ma vie avec lui. Et alors, vous l'avez fait quand vous étiez seule? Il était parti avec les enfants? J'étais chez moi et dans ma chambre donc et c'était un acte irraisonné. J'ai pris une plaquette entière de trois sortes de médicaments, 3-4 sortes, je sais plus. C'est le trou noir après. La première fois quand les pompiers m'ont emmenée, j'étais consciente. Enfin, je me souviens vaguement ils m'ont parlé, ils m'ont fait parler. Mais la deuxième fois, je me suis réveillée, j'étais intubée. Et ma fille aînée m'a dit « Maman, plus jamais je vais revoir ça. » quoi. Parce que c'est elle qui m'a revue à l'hôpital, intubée. Elle a toujours cette image. Mais qui vous a trouvé? Bah, c'est mes enfants, parce que ma fille habite juste à côté avec donc, son ami, qui est devenu son mari. Et peut-être, je ne sais même pas ce que j'ai fait, si je les ai appelés ou quoi, je ne sais plus. Mais entre la première tentative et la seconde, il s'est passé quelques mois. Est-ce que vous avez essayé de parler de votre détresse à votre entourage? Ben, à part la psy, mes enfants, j'avais l'impression de... Je voulais leur laisser un peu de tranquillité parce que bon, ils avaient déjà vécu ça. Enfin bon, une première tentative. J'étais restée hospitalisée 3 semaines. C'était pas évident pour eux. Et très peu d'amis aussi parce qu'en fait, quand on rentre plus tellement dans le moule, quand on se sépare, qu'on divorce. Et c'est vrai que les amis s'éloignent un peu. Malgré tout, j'avais quand même la chance d'avoir l'entourage de mon ex-mari qui me soutenait, mais encore fallait-il que moi j'aille au-devant. Eh oui, puis on n'a pas envie. On n'a pas envie, on a envie de voir personne. Ouais. On reste enfermé. J'avais une Vous êtes voisine isolé, pourtant Vous êtes isolé en fait. complètement. Mais on s'isole en plus. Puis on ne veut pas saouler les gens Voilà. avec son mal-être. Mais on ne veut pas les saouler de toute Ouais. façon. Parce qu'il vous répondait quoi? Mais ça va aller mieux, laisse pas se faire le temps. Tout à fait. Ouais. Mais en fait, c'est pas comme un deuil d'une personne qui décède. Oui, il était toujours là. Parce que la personne, moi, je le vois, je suis obligée de le voir parce qu'il y a la petite encore. Oui, il est vivant ailleurs. Elle est vivant ailleurs. Sans vous. Et puis le fait aussi, c'est frustrant de se sentir remplacée quand même aussi vite. Alors que c'est vrai, peut-être que c'est aussi une forme de jalousie. Moi, puis j'étais foutue. Ouais. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai la vraiment preuve voulu en que- finir. Ouais. Et je suis sortie de l'hôpital, c'était la deuxième fois, donc mi-novembre, fin novembre. Et un mois et demi après, je rencontrais donc Inimaginable. mon ami. Mais la vie Ouais. est pleine de surprises. Ouais. C'est ça dont vous parliez, l'espèce On de ne sait tuteur. pas. Tout à Mais fait. oui. Bon, j'ai pas totalement fait quand même le deuil par rapport à mon ex-mari. J'ai encore un peu de ressentiment vis-à-vis de lui. Mais c'est vrai que j'ai fait du chemin et, Bien sûr. et les personnes qui me suivent le voient. Et Et c'est que le début. voilà, tout à fait. C'est une reconstruction. Maryse Vaillant, quand on est proche de quelqu'un qui est en pleine dépression, à quel moment faut-il s'alarmer?
Difficile. Ça. Alors, vous me posez des questions impossibles. Vous n'êtes pas psy, Maryse. Oui, À qui voulez-vous que je les pose? Bon, Mathilda, à quel moment faut-il s'alarmer? S'alarmer, c'est une chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, lorsque, par exemple, une personne qui prenait des médicaments ne les prend plus, ou passer tout son temps sous la couette, cigarette sur cigarette, ne rien faire de positif, un discours de plainte constant. Mais on peut vivre avec quelqu'un qui est comme ça pendant des années et des années. Alors, et on peut vivre alarmé, et puis on peut aussi accepter. Vous savez, beaucoup de gens sont dépressifs et vivent une vie fatigante, pénible, mais une vie quotidienne. Alors, le moment de bascule entre cet état dépressif ou cette dépression et le passage à l'acte suicidaire, là aussi, ça appartient à la personne elle-même. L'entourage, avec la meilleure volonté, la meilleure vigilance, peut complètement louper Parce que c'est terrible quand on se dit mais je l'ai pas vu, j'ai pas su trouver les mots, elle s'est suicidée. Et c'est pour ça que la plupart du temps, à la suite d'une tentative de suicide ou d'un suicide, le silence. Tout le monde s'en veut, chacun dans son coin, en se disant j'aurais dû faire ça, puis l'autre en pense autant et tout. Et que ce soit pour des adolescents, et surtout lorsqu'il s'agit d'adolescents, cette espèce de tabou, voilà, on y est en plein, on est dans le tabou de la mort d'un enfant ou d'une personne jeune, et le tabou de la culpabilité familiale. Chacun se reproche de ne pas avoir senti le moment venir. Alors que ce qu'il faut, c'est parler. Donc ça veut dire que, quand, par exemple, dans le cas d'une séparation, quand l'autre nous menace de se suicider, ce qui est quand même assez classique, même si ça se passe qu'une fois, comment faut-il réagir? Est-ce qu'il faut accepter ce chantage? Rita, je vais le dire devant vous. Oui. La seule chose à faire, c'est ne pas céder au chantage. Ah oui. Parce que plus il cède à votre chantage, plus il vous dit « je suis près de toi si tu vas mal ». Comment voulez-vous aller mieux? Vous cherchez... Elle ne voudra pas aller mieux. Ben non. Eh oui. Alors, la seule chose à faire, quand on est du mauvais côté, c'est d'assumer d'être le salaud. Voilà. Et d'aller vivre sa vie. Est-ce que les moyens de se suicider ont un sens? Rita, c'était les médicaments. Il y en a des plus terribles, en tout cas pour ceux qui découvrent les corps, mais la pendaison, les armes à feu. Est-ce que le choix a un sens? Oui, c'est culturel. Il y a une référence culturelle. Bon, on dit souvent les femmes, c'est le poison. Souvent, les hommes, c'est les armes à feu. À la campagne, les pendaisons ou les défenestrations pour les adolescents. Souvent, il y a tout un imaginaire autour. Et ça peut avoir à voir avec quelque chose de l'ordre de son histoire. Moi, j'ai des exemples de suicides d'adolescents pour faire signe au père, dire quelque chose à son père ou signifier quelque chose à sa mère. Donc si le père va à la chasse, on va prendre son fusil. Voilà, alors là, c'est classique. Souvent, on parle du suicide comme un acte égoïste. Moi, je pense que c'est une façon de dire à l'autre, mais c'est relationnel. quelqu'un. C'est relationnel, ce n'est pas un acte seulement entre soi et soi. Bon, en tout cas, merci Rita pour votre témoignage. Bienvenue chez les vivants. Hein. Oui.